Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale, avec des tendances. Ce sera Vera Bossiac dans quelques minutes. Elle est accompagnée de Yael, de la boutique Muse Strasbourg. Delphine Westphizer, elle sera dans une Destroy Room alsacienne. On recevra Dr Sophie Reuter, responsable prélèvement du sang dans le Bas-Rhin. On parlera de don du sang. Un Alsacien, il a été 7e au championnat du monde de labour. Il s'appelle Bertrand Roth. Il sera sur ce plateau, accompagné d'Emilien Denner. Il est champion du monde de karting aux portes maintenant de la Formule 3 avec son partenaire Rémi Meder qui le suit. Tout cela, c'est le sommaire après le JT Anna Britz. Bonsoir à tous et à la une de l'actualité ce soir. Démarrage plutôt calme pour les soldes en Alsace. 4 semaines de réduction qui n'attirent plus autant qu'avant, comme nous le verrons. La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. Avant les grandes manifestations de demain, les avocats se réunissaient aujourd'hui devant le palais de justice. Et puis, savez-vous dire galette des rois en alsacien? C'est ce qu'on peut apprendre et beaucoup d'autres choses lors de cours pas tout à fait comme les autres à Strasbourg. 4 semaines au lieu de 6, c'est la nouveauté des soldes pour 2020. L'enjeu, redynamiser cette période de promotion en perte de vitesse. Reportage dans le centre-ville de Strasbourg avec Cécile Motz et Camille Roland. 36, oui, c'est ça. 36. Allez hop, je vous fais ça, madame. On est bien loin des longues files de clients attendant l'ouverture des boutiques. Alors que les soldes d'hiver débutent ce mercredi, les Strasbourgeois ne se bousculent pas dans les magasins. On a tout le temps des promotions, donc forcément les gens sont plus habitués à avoir une seule période, mais à en avoir toute l'année. Il y a moins d'engouement, les gens viennent plus le week-end, mais pas forcément le premier jour des soldes. Installez-vous. Après les fêtes de fin d'année, le budget des clients est aussi plus limité. Les Français devraient dépenser en moyenne 193 €, un budget pratiquement équivalent à l'hiver dernier. Et certains clients savent déjà ce qu'ils veulent. Comme il y avait les ventes privées avant, donc j'ai fait déjà pas mal d'achats. Mais là, c'était juste prévu pour acheter des chaussures. Comme chaque année, des habitués ont tout de même profité du premier jour des soldes pour faire la chasse aux bonnes affaires. Dès le premier jour, oui, ça fait des années que je fais ça. Mais bon, voilà, c'est un rituel presque. Et aujourd'hui, je cherchais une robe pour ma fille et puis finalement, je suis repartie avec une robe pour moi aussi et un manteau. C'est toujours un peu plus compliqué quand les fêtes de Noël sont passées parce que le budget a déjà été pas mal entamé avec Noël, mais on se prévoit toujours un petit quelque chose. Là, j'ai eu ma veste de ski quasiment 100 € moins chère. C'est quand même pas négligeable, surtout pour des étudiants, quoi. C'est intéressant, ça dépend où, mais c'est intéressant. Et puis bon, la première démarque, c'est toujours... on attend toujours la troisième. Avec la loi Pacte, adoptée au printemps dernier, les soldes ne dureront plus que 4 semaines au lieu de 6. L'enjeu, redynamiser la période des soldes et lui redonner son caractère exceptionnel face à la multiplication des promotions dans l'année. Avant 6 semaines, c'était trop. De toute façon, les 2 premières semaines, c'est là où tout se joue. Et après, ça traîne les 2 semaines suivantes. Donc non, 4 semaines, je trouve que c'est mieux. Effectivement, les gens vont avoir un moment un peu plus réduit, donc des démarques peut-être un peu plus importantes. On a quand même plus d'articles peut-être pour déstocker dans des séries qui bougent peut-être un petit peu moins, qui sont mieux démarquées dès la première semaine, dès le premier jour des soldes, ce qui n'était pas le cas avant. Les soldes d'hiver restent cruciales pour les commerçants. Elles représentent environ 15 à 20% du chiffre d'affaires annuel. Et après les grèves de décembre, les commerçants espèrent que la période leur permettra de renflouer les caisses et écouler leur stock. Le mouvement de grève contre la réforme des retraites entame son second mois. Et alors que les négociations se poursuivent entre syndicats et gouvernement cette semaine, les corps de métier sont toujours plus nombreux à rejoindre le mouvement. C'est au tour des avocats. En effet, les 1600 avocats d'Alsace sont en grève depuis lundi. Ils refusent la fusion de leur régime qui est autonome avec le régime de retraite universel. Les membres du barreau de Strasbourg se sont donc réunis à la mi-journée sur les marches du palais de justice pour faire entendre leurs revendications. C'est pour lutter, nous mobiliser encore et toujours contre le projet de réforme du système de retraite des avocats, qui, comme je viens de le dire, est un système qui fonctionne de manière parfaitement autonome, financé par les avocats eux-mêmes,
qui assure l'égalité, puisque nous avons un montant de pension minimum, quels que soient les niveaux de revenus, les accidents de carrière ou quoi, ce qui assure également d'ailleurs une égalité femmes-hommes. Et un régime solidaire, parce que nous abondons déjà les régimes déficitaires, donc nous faisons preuve de solidarité. Donc on ne comprend pas pourquoi ce régime doit être réformé de cette manière-là aujourd'hui, avec un doublement immédiat de nos cotisations. Vous comprendrez bien que c'est juste impossible à absorber pour une entreprise, pour un cabinet d'avocats. Et avec une baisse de près de la moitié, enfin pas tout à fait la moitié de nos pensions. Donc c'est absolument pas possible pour nous d'entendre ça. Voilà. Et alors que la grève se poursuit également à la SNCF, des cheminots à Mulhouse ont lancé une cagnotte en ligne afin de soutenir les agents grévistes. Marine 6. Mathieu Rollin est cheminot à Mulhouse depuis 20 ans. Accompagné d'autres collègues, il décide, une dizaine de jours après la première mobilisation contre la réforme des retraites, de lancer une cagnotte en ligne. En 3 semaines, 1 360 € ont été collectés. À cela s'ajoutent les dons de la cagnotte physique qui circulent durant les manifestations, soit 5 000 € au total. Ça va servir surtout à aider les plus petits salaires chez nous. Donc il faut savoir qu'il y a des collègues cheminots qui gagnent entre 1 200 et 1 300 € par mois. Et 35 jours de grève, c'est quasiment 2 mois de salaire en moins, quoi, parce qu'on bosse à peu près 20 jours par mois. Donc là, il va falloir vraiment assurer pour ces personnes-là, pour pas qu'elles se retrouvent dans des difficultés financières. On va vraiment chiffrer ce qu'on a eu au tout et à qui on a distribué, comment on a distribué. Peut-être pas à qui, mais comment on l'a distribué. Et puis ça se fera pour les non-syndiqués comme les syndiqués, quel que soit le syndicat. L'objectif de cette cagnotte est aussi de permettre aux grévistes de tenir sur la durée jusqu'à ce que le gouvernement réagisse. On ne reste pas à la maison, on se lève tous les matins à 5h du mat pour aller en piquet, pour aller en action. Les péages gratuits, les parkings d'hôpitaux gratuits, tout ce qu'on a fait de tractage et tout ça, ça porte ses fruits. Parce qu'à force d'aller comme ça à la rencontre des gens, on leur explique la réforme, on est invité par la presse. Et si on tient bon, si les secteurs se bougent dans le privé partout et qu'on commence vraiment à bloquer le pays comme ça a pu être fait en 95 ou 68, je pense qu'on a la victoire en main, oui, parce qu'on est la masse, on est le peuple, donc c'est normalement à nous de décider. Une manifestation s'élancera demain après-midi, place de la Bourse à Mulhouse, après un barbecue et de nombreux jeux dans un esprit de fête foraine. D'autres rendez-vous et manifestations auront également lieu vendredi et samedi. Et à Strasbourg, rendez-vous à 14h également demain pour la manifestation. Des perturbations sont à prévoir dans les transports en commun. Et puis à noter que les cantines scolaires seront toutes fermées à Strasbourg donc demain. Quelques écoles seront fermées en Alsace, les autres assureront un service minimum d'accueil. Troquez les bancs de l'école contre un tabouret de bar, un bretzel en guise de goûter, et vous vous rapprochez un peu de l'ambiance qui règne dans un cours d'alsacien pas tout à fait comme les autres. Ça se passe dans un bar strasbourgeois. Depuis 5 ans, un petit groupe de personnes s'y retrouve pour échanger en dialecte. Fanny Kunz les a rejoints hier soir. C'est chez Cole, c'est chez Cole. Bon, t'inquiète. C'est bon, vous avez assez de feuilles. Also, souvenez-vous, les couleurs de Forve, les jours de la semaine aussi, les mois de l'année, Monat, Théorcites, Wetter, Familie, tout ce qu'on a déjà vu. Ok, on y va. Apprendre l'alsacien autour d'un verre, accompagné d'un bretzel, c'est plutôt tentant. Tous les mardis soirs, ils sont une dizaine à se retrouver dans un bar strasbourgeois pour 1 heure de cours plutôt décontractés. Qu'ils viennent du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou des 4 coins du monde, ces novices s'attablent pour découvrir de nouveaux mots ou de nouvelles expressions. Si certains sont des habitués, d'autres découvrent l'alsacien depuis peu. J'entends de l'alsacien autour de moi régulièrement et puis voilà, bon, je parle un petit peu allemand comme beaucoup de gens à Strasbourg et puis j'avais envie d'apprendre un petit peu la langue et puis surtout de pouvoir un peu échanger, dialoguer avec des gens qui pratiquent l'alsacien au quotidien. C'est une sortie assez sympa tous les mardis, un rendez-vous un peu qu'on n'a pas envie de louper. Le fait que ça soit informel autour d'une bière, dans un bar. Puis maintenant, ça fait quand même plusieurs années, donc on se connaît bien. Et je trouve ça plus motivant. On a plus envie d'aller retrouver ses copains au bar et de parler alsacien aussi. Chaque cours débute par une révision de vocabulaire. De quoi pouvoir très vite échanger entre élèves, quel que soit leur niveau de connaissance.
Es sind so ungefähr 10 Stück. Wir als Touristädte so kommen, wenigstens 10 Stück. Und wir haben verschiedene Staffeln, so verkannte Staffeln. Es kommen auch Touristen. Wir haben schon Japaner gehabt, Amerikaner, Südamerikaner, Kanadier. Wir haben ein bisschen von überall wie kommen. Wunderbar, sie sind mitmachen. Und es macht uns immer plaisir, wenn es ein paar Wörter behalten. Et pour ce premier cours après les fêtes, c'est la galette des rois qui se retrouve au cœur des conversations. Certains sont à l'aise, d'autres un peu moins, mais peu importe, chacun persévère et corrige ses erreurs dans la convivialité. Es gibt jedes Mal ein anderes Thema, dann haben wir auch Fußball, dann haben wir das Autofahren, egal was für ein Thema, was man gerade so reinkommt. Und es ist immer das Allgemeine, was alle da läuft. Ich mache nicht so auf die Literatur oder ist egal, das machen wir gar nicht, die Leute wollen das nicht. Ich richte ein Arbeitsblatt für jede Lehrstunde. Es ist meine Muttersprache, es ist unsere Muttersprache. Im Elsass ist wichtig, für sie wieder zu reden, es darf nicht aussterben und ich bin 300% dafür, dass wir alle Elsassisch reden, mit plaisir natürlich. Apprendre l'alsacien fera donc peut-être partie de vos bonnes résolutions de cette année. Et on finit ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Plus de 750 millions de pizzas sont consommées chaque année en France. Et depuis 15 ans sont organisés les championnats de France de pizza. Épreuve de rapidité, pizza la plus large, pizza acrobatique et pizza à douer avec un chef. 150 pizzaiolos se sont qualifiés pour la finale. Et parmi eux, 2 Alsaciens. Gaetano Garafalo a 35 ans, il travaille au restaurant Il Giordano d'Italia à Agno. Eric Kort a 32 ans et il est gérant du Recto Verso à Heurt. La finale se déroulera fin mars à Paris. Ça serait pas mal un petit Alsacien en finale. Ça serait bien. Merci beaucoup Anna pour ces infos. On accueille le plateau du soir, Vera, pour le Vera Lifestyle. Venez Yael, invité de Vera ce soir. Et on parlera avec notre invitée Sophie Reuter de prélèvement de sang dans le Bas-Rhin. Vous en êtes d'ailleurs la responsable. Juste avant, c'est quand même la météo qui nous attend. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre rendez-vous météo de ce jeudi 9 janvier. En ce jeudi 9 janvier, c'est le retour d'une précipitation sur le territoire avec quelques gouttes de pluie qui vont persister, notamment du côté de Sarre-Union, de Saverne, de Wissembourg, d'Agno ou encore de Strasbourg. Et puis on descend dans le sud, puis on devrait rester au sec, notamment sur l'ensemble du Haut-Rhin. Côté Mercure, c'est des températures qui augmentent et qui sont au-dessus des normales de saison. Ça, ce sont des températures de matinée avec 8 degrés prévus jeudi matin sur la majeure partie du territoire alsacien, 7 degrés la minimale. Ce sera pour Wissembourg. C'est le soleil qui l'emporte sur la pluie en après-midi avec beaucoup plus de passages d'éclaircies, quelques gouttes de pluie qui persistent du côté de Strasbourg ou encore de Wissembourg, également du côté de Karlsruhe. Pour le reste du territoire, vous le voyez, ça s'arrange. Et côté Mercure, c'est de la douceur avec jusqu'à 12 degrés prévus en Alsace, notamment du côté de Colmar ou encore de Mulhouse. Et vendredi, quelques gouttes de pluie et du soleil au programme avec des températures en baisse à nouveau, mais légèrement. On atteindra quand même 11 degrés vendredi au meilleur de la journée en Alsace, entre 9 et 10 degrés dans la région du Bade-Wurtemberg, 10 degrés également si vous êtes dans le nord de la Suisse. Voilà, jeudi, nous serons donc le 9 janvier et nous fêterons les Alix. Bonne fête à elles. Le soleil se lèvera à 8h19 pour se recoucher à 16h52 et on gagne toujours 2 minutes de soleil. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Et on parle de don du sang dans l'actualité avec Sophie Reuter. Vous êtes médecin, comment allez-vous? Très bien, merci. Soyez la bienvenue, responsable prélèvement du sang dans le Bas-Rhin. On va faire un petit état des lieux à présent. Est-ce qu'on a une pénurie de sang? Est-ce qu'il y a assez de sang? Début d'année, c'est toujours un petit peu tangent. Alors je dirais que c'est un petit peu tendu en ce moment. On ne peut pas parler de pénurie, mais c'est tendu après la période des fêtes, où on a une réserve en poche qui est un petit peu plus basse que ce qu'on voudrait. Pourquoi c'est assez fréquent ça après les fêtes? C'est parce que les gens ne viennent pas donner pendant cette période-là? Alors les gens, je pense, viennent pas donner, moins donner, sont moins disponibles.
Et on a eu beaucoup de jours et de ponts, de jours fériés où les gens se sont beaucoup déplacés et je pense nous ont peut-être laissé un petit peu de côté, mais que momentanément. Alors on va rappeler à quoi sert le sang qu'on demande souvent comme ça à nos spectateurs d'aller donner. Eh bien oui, le don de sang, il faut savoir qu'aujourd'hui, aucun produit de synthèse ne peut remplacer ce sang qu'on prélève chez des donneurs sains pour soigner les malades des hôpitaux qui ont des maladies chroniques, des maladies génétiques, qui ont parfois besoin d'être transfusés toute leur vie, régulièrement, et puis des accidents de la vie où on peut chacun avoir besoin de produits de sang, parfois beaucoup à la fois. Ça ne prévient pas. Est-ce qu'on sait combien d'Alsaciens donnent leur sang chaque année? Alors, à l'échelle de la France, on a besoin de 3 millions de dons. Et en Alsace, on a, au niveau des collectes mobiles, dans le Bas-Rhin essentiellement, on a 70 000 dons effectués et 110 000 en Alsace en tout, de dons, sachant que chaque donneur peut réaliser entre 1 et jusqu'à 6 dons si on est un homme par an. Alors, il y a des choses qui m'ont toujours étonné dans le don du sang, c'est certaines restrictions. Les personnes homosexuelles ne peuvent pas donner leur sang, les personnes tatouées ne peuvent pas donner leur sang, et pourtant, les dons de sang sont tous testés. Pourquoi il y a toujours ces restrictions? Alors, c'est pour protéger le receveur, parce que vis-à-vis de certaines pathologies, et parfois on fait les tests, mais pour avoir la sécurité maximale, il faut avoir une période de latence pour être sûr que ces tests sont bien fiables. Le plus fiable possible, c'est ce qu'on appelle la fenêtre sérologique. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a des contre-indications qui sont parfois uniquement temporaires. C'est le cas du tatouage, par exemple. C'est ça, qui est uniquement de 4 mois, où on demande de patienter un petit peu pour pouvoir prélever et protéger les protégeurs. Alors, sur le don des personnes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, la loi est en train d'évoluer et d'ici le mois d'avril, il va y avoir un assouplissement de ce qui est en vigueur puisque actuellement. De toute façon, on vérifie le sang. On vérifie, voilà, mais il y a un risque épidémiologique qui est quand même encore supérieur par rapport à la population générale. Alors, mais c'est en train de s'assouplir. Alors, en cette période de nouvelle année, je trouve que c'est une excellente idée. C'est aussi votre venue ici, Dr Sophie Reuter. Vous lancez une campagne Missing Type, le type manquant. Alors, regardez, ils ont tout simplement enlevé les lettres A, B et O, qui sont les lettres des groupes sanguins. Vous arrivez à lire ce que ça donne, Vera? Là, pour moi, c'est un test. Allez, je vous le fais. Là. Et si en 2020, les bonnes résolutions étaient de donner son sang? C'est sympa. Et en fait, dans l'idée, vous souhaitez que les gens, Yael par exemple, quand vous allez faire vos vœux, vous enliez cette lettre-là pour rappeler l'importance des groupes sanguins. C'est ça, il manque quelque chose. Et ce manque, on peut le combler en faisant le beau geste de donner son sang pour quelqu'un qui en a besoin. Alors, à la communication d'Alsace 20, eh ben, ils se sont pris au jeu, Yael, Sophie. Regardez ce que nous avons fait. Voilà, ça sera tout simplement notre signature de vœux. Vous arrivez à le lire? Ça va, c'est bien. C'est pas trop compliqué. Voilà, on l'a en tout cas testé. C'est une façon de faire prendre conscience aux gens de l'importance du don du sang. Il n'y a pas assez de personnes actuellement qui donnent. On aimerait qu'il y en ait plus, il y en a beaucoup. L'Alsace est une région bien généreuse. On a plus de 4% de la population en âge de donner qui est donneuse. Ce qui est bien, c'est plus que la moyenne nationale en Alsace. Mais c'est vrai que on est souvent tendu puisqu'il y a une durée de péremption aussi des produits quand on les prélève. Le sang ne se garde pas plus Il se garde. Alors les globules rouges, c'est 42 jours et les plaquettes, c'est 7 jours uniquement. Ah oui, d'accord. Donc il faut donner, mais il faut aussi donner régulièrement. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a des paquets de sang, si je puis dire, qui passent à un mondial, à la poubelle, parce que... Alors non, puisque 42 jours, on y arrive quasiment jamais, c'est rarissime. Okay. Et heureusement, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus faire... Il faut avoir un stock qui correspond à la demande. On arrive à le réguler, mais c'est de la haute voltige. Voilà, donnez votre sang, et si on peut revoir le petit Alsace 20, ça me ferait plaisir s'ils ont bien bossé quand même. Ah, voilà, super. Le Alsace 20, on a enlevé les A, vous pouvez enlever le B et le O également dans vos lettres de vœux. Vous restez avec nous, Sophie? Vous êtes fan de mode, de Vera Lifestyle? Mais j'adore. Mais nous aussi, c'est parti.
Bonsoir à tous, allez c'est parti, c'est les soldes d'hiver qui commencent et à cette occasion j'avais envie de vous faire découvrir une boutique très originale à Strasbourg, ça s'appelle Muse. Alors il propose, on peut y trouver des objets d'art, des accessoires et également des produits comme des marques de créateurs parisiens. Bonsoir Yael. Bonsoir Vera. Alors vous avez ouvert il y a bientôt 1 an, c'est quoi Muse en fait ? Muse c'est un concept store de prêt-à-porter, déco, tendance et à l'inspiration. Voilà. C'est une histoire que je crée suivant mon inspiration, suivant ce que j'ai. C'est des exclusivités sur Strasbourg, c'est des produits qu'on n'a jamais eus, qui sont principalement au bon marché sur Paris, dans des grandes villes, ou alors dans des multimarques, mais très peu dans des magasins propres, type franchise. Donc c'est une histoire que j'ai créée. Alors on passe de la boîte aux lettres customisée, la boîte aux lettres que j'achète à la poste. Alors justement, voilà. Je vous ai demandé de ramener 3 produits représentatifs de ce qu'on pourrait trouver. Donc vous les avez sur le plateau, si vous pouvez les présenter. Alors j'ai un casque, c'est un casque de la marque Égide, donc en plus c'est du produit français, qui est déhoussable, lavable en machine, et on peut à chaque fois, avec une coque, avec une coque, on peut avoir 3 tailles de correspondance de housse. On a des visières, pareil, qui sont amovibles, tout simplement. Ça coûte combien ? Le casque est à 280 €. C'est une petite œuvre d'art. Et c'est des produits qui sont garantis 5 ans par le fabricant, donc le moindre Vous avez également des accessoires. Accessoires, des sacs. donc ça c'est des sacs en python de la marque Clarisse Viro. Pareil, avec des bandoulières modifiables, customisables, que l'on peut mettre aussi bien en ceinture, que l'on peut mettre sur d'autres sacs à bandoulière. Il y a des colliers, même les casques sur le cuir, je peux le faire customiser. J'ai une artiste avec qui je travaille qui peut me mettre des personnalisations, des tatouages. Tout est un peu personnalisable et à chaque fois, ça correspond aux personnalités des gens, quoi. Et en même temps, je m'amuse. Voilà, c'est quelque chose que... Voilà. Alors justement, vous mettez en scène sur la page Instagram de votre boutique, un petit peu à l'image d'une influenceuse. Vous prenez en photo avec les looks. Est-ce que c'est une manière de créer de la proximité avec vos clientes ? Oui, c'est de la proximité. Et il faut savoir que toutes les collections de prêt-à-porter que j'ai dans cette boutique, lorsque je les sélectionne dans les showrooms, c'est moi qui les porte avant de les choisir. On me met à disposition des mannequins pour essayer, mais non, je veux les sentir. Je suis amoureuse des matières, des formes, des tissus. Et moi, je suis tout le temps à vélo, donc j'ai besoin aussi d'être bien dans ce que je porte. Et en termes d'entretien, pareil, c'est pas des vêtements j'ai une gamme de prix assez variée, donc c'est pas des vêtements qu'il faut mettre après au pressing ou donc des choses qui se vivent. Alors aujourd'hui, une question qu'on doit poser certainement à toute boutique qui se respecte, vu que ce sont les soldes. Est-ce que c'est quelque chose qui marche encore ? Parce qu'on a des offres, des promos, des ventes privées toute l'année. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que maintenant, on peut bien faire le distinguo entre les clientes qui viennent à l'année et les clientes qui viennent uniquement pour les soldes. Donc vous faites des soldes actuellement ? Oui, on est obligé même de faire des soldes privés avant, qui étaient privés avant pour le fichier client, mais qui n'existe plus. C'est faussé. C'est privé mais ouvert finalement. C'est purement commercial, c'est du marketing privé. Donc je fais les soldes, oui, comme tout le monde, mais c'est pas l'engouement. Vous, en termes de prix, vous vous situez dans quelle fourchette ? Il y a un panel très large. Il y a des médailles comme vous portez qui sont à 25 € jusqu'à... À 25 €, celle de Vera que la médaille, voilà. Mais, et c'est pourtant du plaqué or avec une créatrice de Paris, voilà, qui fait ça, oui. Voilà, donc merci Yael. Vous pouvez découvrir tout cet univers de Muse. Vous avez toutes les informations qui s'affichent en bas de votre écran. Et on attend toujours avec impatience l'autre actu de la semaine. Alors Lionel, je sais que vous êtes absolument fan de nail art et chaque année nous avons des surprises parce que les tendances sont complètement dingues. C'est le mot. Regardez ces images. Voici la nouvelle mode complètement farfelue. La photo de vos échographies collées sur vos ongles. Je vous demande à vous les filles, si vous avez été maman ou pas, qu'est-ce que vous en pensez de cette tendance ?
Ça vous plaît ou pas du tout Sophie, une petite échographie sur vos ongles? C'est très personnel. Personnellement, je ne le ferai pas, mais c'est très personnel. Moi, je pense que quand on est enceinte, c'est sympa, sinon c'est bizarre. Faites juste comme ça pour voir. Ah non. Ouais, Moi, je suis encore en mode paillettes. Les vôtres sont pas mal quand même. Un petit coup de cœur pour finir. Alors, mon coup de cœur de la semaine, c'est le site qui vient d'être lancé. Et en plus, c'est une Alsacienne. Elle s'appelle Lisa Ziegler. Ça s'appelle candelashop.fr. Vous allez voir ce qu'elle y fait. Vous trouverez des vernis bio sourcés, des bonbons vegan et surtout mon produit préféré. Elle s'appelle la brosse à dents. Et oui, la brosse à dents est en bambou. Elle est complètement compostable. Et en plus, ses poils sont infusés au charbon actif pour un sourire éclatant. Ça coûte seulement 2,10 €. Voilà de quoi faire des cadeaux à votre famille et peut-être à vos collègues qui puent du bec. Voilà. Et tout ça, vous le retrouvez évidemment sur le Vera Lifestyle. Vous le retrouvez aussi sur l'Instagram de Vera qui s'affiche à l'écran. Je crois que vous nous quittez, Vera. On y va. Voilà. Yael, merci d'être venue. Merci à vous. Merci beaucoup, Sophie. Il faut donner son sang. C'est ce qu'on va retenir régulièrement. Et enlever le A, le B et le O de vos cartes de vœux. Dans un petit instant, on va recevoir Emilien Denner, champion du monde de karting. Il est alsacien. On va retrouver Rémi Meder qui l'accompagne dans sa quête de monter en Formule 3. Il partira en Nouvelle-Zélande dès demain. Et on aura également Bertrand Roth, alsacien, champion de France de labour. L'un va très vite, l'autre va très lentement. C'est après ça. Et regardez ce beau plateau, un champion du monde, un 7e au championnat du monde de labour, un véritable sponsor. Soyez le bienvenu, Rémi Meder. On est content de vous avoir. Ça va, Emilien? Ça va très bien, merci. Tu connais ce garçon? Oui. Bertrand Roth, eh ben c'est formidable. Bertrand Roth, il a fait 7e au championnat de labour aux USA. Moi, je me suis dit, un Alsacien qui traverse l'Atlantique pour aller faire du labour, faut être comme un peu fou quand même. Non? Ben peut-être, ouais. Alors on va expliquer, c'est quoi un championnat de labour pour celles et ceux qui connaissent vraiment pas? Bon ben un championnat de labour, c'est une charrue avec un tracteur, disons de 100 chevaux qui tracte une charrue de 2 socs, hein, parce que voilà, c'est des charrues de compétition. Et puis il faut retourner de la terre sur une parcelle qui fait 100 mètres de long sur 20 mètres de large. Alors on va partir aux États-Unis et on en parle juste après. Regardez. Lake of the Woods Tourism is proud to host the 2019 World Plowing Championships in Lake of the Woods, Minnesota. Competitors from 32 countries will be competing in stubble and grassland plowing on August 30th. Allez, on va quand même reprendre la main sur le commentateur américain. Par contre, ce qu'on est en train de voir les images, tu as fait du labour sur cette terre-là. Voilà, exactement. Ben, disons, le plus dur, c'est quand on arrive dans un pays, ben, c'est de retourner la terre là-bas et puis on ne connaît pas la structure de la terre. La difficulté, c'est est-ce que la terre elle est sec, est-ce que c'est humide? Alors tout ça, on apprend au fur et à mesure qu'on s'entraîne avant le grand jour. C'est-à-dire combien de temps avant vous y allez? Disons, on essaye d'être là-bas 2 semaines avant la finale, quoi. D'accord, et vous faites comme les champions, hein, comme Emilien, c'est quand vous allez sur un circuit Emilien, vous allez avec votre voiture ou votre carte, Ouais. et ben lui il va avec son tracteur. Ouais. Aux États-Unis. Voilà, Mais c'est sérieux ça? C'est sérieux, voilà. Il faut bien emmener son matériel, parce que voilà, on peut se faire prêter son matériel là-bas, mais c'est pas pareil. Alors, je dirais que le matériel emmené, on connaît son matériel par cœur, et c'est pour ça qu'il faut l'emmener. Et puis, c'est un peu difficile, c'est sûr qu'on a dû mettre des tracteurs, disons... Dans un container? Avec mon collègue qui venait de Lyon, parce qu'on est 2 Français à participer au championnat du monde. Donc, on a monté les 2 tracteurs et puis les 2 charrues avec les caisses à outils dans le conteneur. Et puis, le conteneur, il a mis 6 semaines à traverser l'Atlantique pour aller... Pour venir au Minnesota, quoi. Alors, on va découvrir d'autres images où là, c'est vraiment votre tracteur, un bleu. Vous allez le voir, ça c'est vous qui travaillez. Ça se passait où, ça, Bertrand? Ça, c'était la finale en 2016, la finale mondiale à York, en Angleterre, où j'avais terminé 9e, quoi. Là, c'est juste pendant le travail, où très minutieux, il faut sortir le tracteur à la limite de la parcelle qui est dédiée. Et puis... Il y a un laps de temps à respecter, donc faut faire du travail très minutieux, c'est travail très droit. La rectitude joue un rôle important. Il n'y a pas de jumelage, donc il faut que toutes les bandes soient identiques.
Et puis tout ça, comme dit, en 3 heures de temps pour terminer vraiment au centimètre près à la fin, quoi. Je me rends pas compte, 3 heures de temps pour faire ce travail, faut y aller? Faut y aller, quoi. Pour dire, je sors de la parcelle, ma combinaison, elle est complètement trempée et puis je suis à bout parce que j'ai tout donné, quoi. Alors c'est son papa en fait qui l'a initié. Hein. À l'âge de 12 ans, vous faites votre premier concours, vous faites 3e 3 ans plus tard, et là votre papa décide de vous acheter une charrue de compétition. C'est ça, une charrue de compétition, c'est ce qu'on voit à l'antenne? Oui, tout à fait. Ça, c'est la charrue de compétition qu'on a achetée en 1989. Hein. Dans votre exploitation, vous n'avez pas un truc comme ça? Si, sur notre exploitation, on a une charrue, mais c'est une charrue un peu plus grande pour retourner les terres. Mais cette charrue de compétition, on fait que ça avec, en fait. On l'a que pour la compétition. Et puis, à force des années, on l'a sophistiqué, comme on dit, amélioré des pièces, rallongé des versoirs et des choses comme ça, pour justement rivaliser avec les meilleurs. Chacun peut faire sa charrue, elles sont pas toutes. Voilà, ils sont pas toutes identiques, on peut modifier et puis rajouter des pièces. Après, il y a quand même dans le règlement différents choses à respecter, quoi. Voilà, c'est comme l'aileron en F3, il doit être comme ça et pas comme ça. Ouais. Ça sera après la même chose. Allez, une petite dernière, la prochaine compétition, ça sera quoi pour vous? Donc cette année, je repars faire la sélection des meilleurs Français, qui se passera dans les Alpes de Haute-Provence, à Corbière. Et donc, si je remporte ce concours, je pourrai participer au championnat du monde en 2021 en Irlande. Prends-en de la graine. Hein. Il est déjà champion du monde, lui. Hein. Oui. Voilà, vous connaissez Emilien Denner, notre jeune Alsacien, toujours 17 ans? Oui. Toujours 17 ans. Ouais. Ça n'est pas encore passé les 18, non. Quoi. À ses côtés, c'est Rémi Médère. Je vais commencer avec vous, tiens, Rémi. Je ne vous connaissais pas. Emilien part en Nouvelle-Zélande, il va faire de la Formule 3. On va rappeler d'abord qu'il est champion du monde de karting. Regardez ces images de kart qui lui ont valu le titre. Ça, c'était il y a combien de temps, C'était en mi-septembre. C'était à mi-septembre. Ouais. Tu te fais passer à un moment donné, tu redoubles le gars et tu vas terminer premier. Et Rémi Médère, vous savez très bien que le sport auto, ça coûte cher. Hein. Pourquoi vous avez décidé d'accompagner Emilien dans la suite de sa carrière? C'est très simple, parce que j'ai vu les exploits qu'il a fait en peu de temps. Et je suis ancien sportif, je suis ancien coureur cycliste. Et j'ai vu l'effort qu'il fait et la consécration que toute la famille qu'il y a derrière pour l'amener dans les compétitions, dans les meilleures conditions. Et Emilien et son père, ils m'avaient vu il y a une année à peu près en arrière. Et pour me demander, il n'était pas champion du monde à l'époque. Il n'était pas champion du monde, il était champion d'Allemagne. Ouais. Vice-champion du monde, j'étais 3e au championnat d'Europe, quelque chose comme ça. Voilà. Et par la suite, j'ai observé sa carrière, sa progression, qui fut fulgurante. Et je me suis dit, ce gamin, il me plaisait de trop. Même sur les podiums, Emilien, il parle 4 langues. Ouais. Alors, il est impressionnant le calme qu'il a sur un podium, ça compte. Il a réellement le profil d'un pilote. C'est impressionnant. Alors, je me suis dit, vous avez une société, c'est la société qui l'accompagne. Non, c'est à titre personnel. C'est à titre personnel, c'est pas la société que j'ai mis sur Emilien, c'est à titre personnel. C'est vos deniers à vous. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Raconte-nous la suite maintenant, Emilien. Tu as des partenaires qui te suivent? Voilà, maintenant, grâce à Rémi, je peux aller en Nouvelle-Zélande pour apprendre la Formule 3, parce que voilà, c'est complètement un autre monde, complètement une autre machine que le karting. Donc voilà, je vais là-bas pour apprendre et pour, voilà, là, comme on voit les images, la Formule 3. Alors on va écouter même le son, parce que c'est très proche de la F1, c'est un peu les mêmes ambiances. Ouais, alors là, je crois que c'est des images d'il y a 1 ou 2 années, donc là, la voiture elle a complètement changé. Là, il y a le halo et compagnie, donc voilà. Mais en grosso modo, ça reste la même chose. C'est pour apprendre et pour me préparer au championnat qu'on va faire en Europe, normalement, en 2020. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, on est le combien? Parce que je suis toujours paumé dans les dates. On est le 8 janvier. Quand est-ce que tu pars en Nouvelle-Zélande? Le 9. Demain. Voilà. On est en direct, il est 19h34, pile poil. Demain, tu pars en Nouvelle-Zélande. Ouais. Ça coûte super cher de partir en Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est clair. Déjà, même les voyages cette année en karting en Europe, tout le temps par-ci par-là, c'est déjà un gros budget. Voilà. Et là, en Nouvelle-Zélande, encore, en plus, je pars pour 6 semaines. Donc, c'est pas un petit voyage. Donc, voilà, qui t'accompagne? Tu pars tout seul? Au début, mon père m'accompagne et après, on verra. Après, on verra. Parce qu'il a aussi encore du travail à faire ici pour chercher encore des autres investisseurs, etc. Voilà,
C'est ça qui est compliqué finalement, on peut avoir un talent de génie, Rémi, et s'il n'y a pas derrière quelqu'un qui accompagne, qui met au bout, qui croit aussi dans le pilote, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, dans le pilote, le métier de pilote, il faut avoir des accompagnateurs, des sponsors, des investisseurs. Autrement, ce n'est pas possible de devenir pilote de Formule 1. Il faut minimum plusieurs millions d'investissements pour pouvoir le faire. Avec des simples sponsoring, ça ne suffira pas. Ça veut dire qu'il y aura les couleurs de Rémi à un moment donné qui seront sur votre casque, ici, là, etc. Ouais, sûrement, ouais. Après, voilà, comme il dit Rémi, c'est impossible sans le budget parce que là même, on a vu des structures de management d'anciens pilotes de Formule 1 qui voulaient m'intégrer dans leur structure de management, des filières de Formule 1 comme Renault, Ferrari, etc. Mais la première question qu'ils posent, c'est quoi votre budget? Donc, Et c'est quoi le budget pour celles et ceux, là, le commun des mortels en Alsace qui ne connaît pas le sport auto? À ton âge, à 17 ans, aller en Formule 3 en Nouvelle-Zélande, ça coûte quoi? Bah, ça dépend. En Formule 3, une année de Formule 3, c'est à peu près 800 000 €. Après, une année de Formule 2, c'est 2 500 000 et pour aller jusqu'en Formule 1, c'est 7 millions. Donc voilà, c'est pas comme il y a 10 années où on pouvait faire karting Formule 1 juste avec le talent. Maintenant, il faut ramener la valise et il faut forcément la valise. Ouais. 800 000 pour l'instant, on peut dire à peu près combien tu es arrivé à récolter avec les partenaires, hein? Ouais, ça, je peux pas vraiment dire, mais voilà, on n'a pas encore rassemblé tout le budget. Donc, Mais c'est-à-dire que demain, tu pars et il y aura quelques courses. Pour l'instant, tu pars pour faire combien de courses en Nouvelle-Zélande? Là, je pars pour 6 semaines et il y a une course chaque semaine. Donc j'arrive une semaine avant pour me préparer avec le décalage horaire, etc. Ouais. Et après, il y a 5 semaines, des courses toute la semaine. Toute la semaine. Ouais. Et on sait que le premier concurrent d'un pilote, c'est son coéquipier. Tu connais tes coéquipiers? Ouais, alors j'ai 2 coéquipiers qui font de la Formule 2, donc c'est l'idéal pour apprendre, quoi. J'aurai leur data, leur télémétrie, etc. Donc pour moi, c'est l'idéal pour apprendre. D'accord, il faudra être devant eux. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez d'Emilien, Rémi? Mais moi, j'attends sa progression. Il a déjà prouvé parce qu'il a fait des tests à Abu Dhabi, à Monza, à Barcelone et à Valence. Et tous les ingénieurs et les pilotes qui l'ont côtoyé, ils ont vu en Emilien que c'est un futur grand champion, qu'il est capable de réaliser le rêve d'aller vers la Formule 1. Donc on a eu un Sébastien Loeb en rallye, et vous êtes le mécène, l'un des mécènes qui vous dites le petit, on peut l'amener en F1? Oui. Là, Eric et Emilien, ils ont rencontré... Eric, c'est le papa. Hein. Eric, c'est son papa. Ils ont rencontré Olivier Panis vendredi. Ancien pilote de F1. Avec des grands du pilotage Formule 1, dont je ne peux pas les citer tous les noms, mais il y avait également... à leur près, tu avais vu... Pierre Gasly, ouais, etc. Même Panis, ouais, qui ont dit quoi, que c'est un futur grand? Alain Prost et compagnie. D'accord. Alors regardez. On a de très bons contacts avec eux actuellement. Là. Le site internet d'Emilien Denner, s'il nous reste une dizaine de secondes. Là-dessus, vous pouvez avoir toutes les informations. Si vous avez une entreprise, vous avez envie de participer à l'éclosion d'un peut-être futur champion du monde, on croise les doigts. En tout cas, Emilien, on est avec toi. Merci. Ça roule? Ouais. Allez, bonne route en Nouvelle-Zélande. Merci Rémi, c'est bien ce que vous faites. Bonne route sur le labour. On attend le titre de champion du monde comme l'autre, hein, comme Emilien. Je remercie aussi tous mon sponsor parce que après c'est vrai que c'est pas les mêmes frais, mais toute mon équipe qui est à la maison pour s'occuper des animaux. Et puis moi je suis parti quand même un mois là-bas. Et puis merci à tous ceux qui mettent la main à la pâte, et puis aussi tous les sponsors qui me soutiennent depuis que je fais les championnats du monde. C'était un plaisir, Bertrand, de vous retrouver. Nous on retrouve Delphine Vespizer dans une Destroy Room. Au Cèdre, dégustez une cuisine libanaise faite maison avec des ingrédients de qualité en plein cœur de la Cruteno à Strasbourg. Salut Pinantar et bienvenue à Strasbourg. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit particulier, c'est l'univers de Frédéric. On est dans un escape game et il s'appelle Dose. C'est ça. C'est très joli, j'aime beaucoup le nom. Alors dis-moi, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qu'est-ce que c'est un escape game? Alors un escape game, c'est une salle dans laquelle on vous enferme et vous avez 60 minutes pour en sortir. Alors dit comme ça fait un peu peur, mais en fait, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Tout est scénarisé, il y a des énigmes à résoudre un peu partout, et voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire. Est-ce qu'il faut avoir un certain niveau de culture générale pour réussir à sortir dans les temps, par exemple?
Ou c'est quoi comme genre de question? Non, pas du tout. En fait, la culture générale, on la met de côté. C'est beaucoup de réflexes de logique, de manipulation, on fouille. Enfin bref, ça dépend les salles aussi. Okay. Les salles qui sont plus axées fouille, d'autres qui sont plus axées manipulation. Et chez nous, on a la petite particularité de scénariser et de faire un gros scénario sur toutes nos salles. Donc on a l'impression de rentrer dans un univers et c'est pour les enfants et les adultes. C'est ça, principalement pour les adultes, les enfants dans un second temps. Alors Frédéric, tu es quelqu'un de très créatif, de très original. Et à la suite de ça, tu as encore créé un deuxième concept. Et ça, je suis sûre, même si vous n'avez pas envie de réfléchir, ça va vous plaire. C'est une Destroy Room. Donc, à nouveau, Destroy Room, en français, c'est une pièce pour tout casser. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a des gens qui appellent ça des Fury Room aussi. Okay. En gros, c'est un endroit où on peut décharger en fait tout le stress, on peut vraiment tout évacuer. Et on a le droit de faire ce qu'on veut. Par exemple, tu sais, dans les films, quand il y a une pile d'assiettes ou un truc ou un bureau, tu fais comme ça et tout. Là, tu as le droit de le faire. Exact. C'est incroyable. On peut même retourner le bureau. Ah ouais, on a le droit. Ouais. Est-ce que tu voudrais bien me montrer? Ah, avec plaisir. Allez, c'est parti. Venez. Tu es la chérie de Frédéric, vous travaillez ensemble, mais vous ne travaillez pas que à deux parce que ici sur les différents univers, il y a à peu près 17 personnes qui travaillent dans ce monde. Exactement, sur le côté Destroy Room et le côté 12 Escape. Ok, donc là, Destroy Room, ça veut dire que là, qu'est-ce que je vais devoir faire concrètement? Ben, tu vas devoir, dans un temps imparti, tout casser. Donc en somme, tu seras habillé totalement en sécurité, comme on dit, en habit de CRS, et tu auras tout un choix d'armes qui sont juste derrière toi pour casser tout ce qui est présent devant toi. Non mais c'est dingue parce qu'en fait moi quand je vois ça, tu vois, mon éducation ne me permet pas de casser les choses comme ça, c'est bizarre. Ben écoute, moi j'ai déjà eu des personnes comme toi en fait, et ils m'ont tous dit on était contents de braver cet interdit où maman nous disait on n'a pas le droit de toucher au buffet de mamie, on n'avait pas le droit, et ils se sont pris au jeu. Au bout de 2 minutes, ils ont tout lâché et ils ont tout cassé, et ils ont passé et outrepassé ça, et ils m'ont dit à la fin merci de nous avoir permis. Ça fait du bien, ça soulage. Ça soulage, ouais. C'est à ça que ça sert, ces espaces-là? Exactement. Alors ça sert à la fois nous de soulager, il y a des gens qui viennent extérioriser une mauvaise journée en fait, ils viennent ou profiter un moment entre amis où ils essayent de casser. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens au final? Parce qu'on casse quand même des objets qui pourraient être réutilisés. Alors beaucoup pensent qu'on achète des objets neufs, mais on a une convention de partenariat avec un centre de retraitement des déchets où on va chercher le matériel, on leur donne une seconde vie où les gens pourront tout casser, et on les ramène là-bas et ça fait des petits copeaux de bois et ça refait du meuble. En fait, on a une démarche purement écologique, on ne va pas utiliser des objets qui ont d'utilité, on n'a pas vocation non plus à prendre la place des malus. Okay. Donc c'est vraiment des objets qui sont cassés, quoi. D'accord, ça marche. Bon, est-ce qu'on n'essayerait pas alors? J'appréhende, vraiment j'appréhende. Ok, donc là on va changer, c'est ça? C'est ça. Allez. Frédéric, Marine, merci beaucoup de m'avoir fait partager votre passion et je dois dire que ça défoule vraiment. Et nous, on se dit mort et à bientôt. Tu peux juste faire le 3-4 clap. Et place à présent au magazine Au cœur de l'Europe. Ce sera suivi de l'entreprise de la semaine. On partira à la ferme des Hutten qui se trouve à Saint-Pierre-Bois en Alsace. Demain 19h, ce sera avec Mathieu Chanvillard. Je vous dis à vendredi. Salut! Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20 dans votre magazine Au cœur de l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes en Suisse et je vous propose d'investir la Kunsthalle de Bâle où a lieu la Regionale 20, en français la Régionale 20. La Régionale est une exposition d'œuvres artistiques contemporaines trinationales, transfrontalières. Il y a des artistes qui viennent du pays de Bade, de Suisse et d'Alsace qui proposent des performances, des films, des peintures artistiques contemporaines. Il y en aura en tout cas pour tous les goûts et je vous propose de nous suivre.
Bonjour Silke Baumann, guten Tag. Bonjour. Alors vous êtes l'organisatrice de cette régionale ici à la Kunsthalle de Bâle et vous aviez l'habitude de proposer une exposition en fin d'année et c'est de là que cette régionale a découlé, c'est de là qu'elle est née. Die Jahresausstellung, die zu der Zeit in der Kunsthalle Basel stattgefunden hat, ist wie der Ursprung der Regionale. Diese Ausstellung wurde als nicht mehr zeitgemäß empfunden und dann hat man sich dazu entschlossen, dass man das Konzept oder dieses Format dieser Jahresausstellung erweitert, indem man andere Häuser mit einbindet, dass man sagt, nicht nur in der Kunsthalle findet die Ausstellung statt, sondern auf mehrere Orte verteilt. Das Interessante ist doch, dass wir uns hier an einem Dreiländereck befinden, wo 3 Länder angrenzen und wir sollten es öffnen, sodass auch Künstler aus Deutschland, aus Südbaden und Frankreich, dem Elsass, sich auch für die Regionale bewerben können. Et donc c'est, vous le disiez tout à l'heure, sur 18 institutions, sur 18 endroits qu'elle a lieu, cette régionale, notamment à Bâle, à Fribourg, à Strasbourg, où nous étions. Oft sind es von Künstlern betriebene Orte, Künstlerinitiativen oder steht ein Verein dahinter. Oft arbeiten Leute dort auch ehrenamtlich. Jedes Haus hat so seine Spezifika, aber das soll sich auch nach außen abbilden und jedes Haus darf das auch quasi umsetzen und dass man diese Freiräume auch zulässt. C'est la 20e édition cette année de cette régionale. Il y a eu une candidature particulière, vous avez lancé une thématique particulière. Genau, und zwar haben sich die regionale Partner überlegt, wie man dieses Jubiläum am besten feiert und haben gesagt, eigentlich ist das, was uns am wichtigsten ist, ist die künstlerische Produktion, sind die Künstlerinnen und Künstler. Deswegen gab es eine zweite Ausschreibung dieses Jahr, wo gesagt wird, wir suchen Projekte, die auf das Jubiläum sich reagieren. In der Ausschreibung war eben festgelegt, dass diese Projekte in allen 3 Ländern stattfinden, dass sie Themen wie Grenzüberschreitung, Trinationalität, Mobilität thematisieren. Und da gab es eben 2 Projekte, die ausgewählt wurden. Eins ist Sanna Reitz, die hat in Vorgärten im Dreiländereck Hecken fotografiert, weil sie sich sehr stark dafür interessiert, für die skulpturale Dimension dieser Hecken, weil es oft auch eigentlich von den Hobbygärtnerinnen nicht so gemeint ist, aber die oft sehr viel Pflege in diese Hecken stecken und die auf sehr künstlerische Art und Weise auch beschneiden. So, und das eigentlich wie Skulpturen sind. Und wir sind sehr froh, dass wir Standorte in allen 3 Ländern dafür gefunden haben. In Straßburg kann man die Arbeit sehen, an dem neuen Ort von Accélérateur des Particules in der Garage Coupe. Maintenant, nous allons en profiter, nous allons partir à la recherche de Peter Pakesh, le commissaire de l'exposition, et nous allons profiter pour voir un petit peu ce qui se passe ici, concrètement, à la Kunsthalle de Bâle. Danke. Peter Pakesh, bonjour, guten Tag. Guten Tag. Alors vous êtes l'ancien directeur justement de la Kunsthalle ici à Bâle et vous êtes aujourd'hui le nouveau commissaire de l'exposition qui a lieu à la Kunsthalle. Comment est-ce que vous avez réfléchi cette exposition? Ja, das war natürlich wunderbar, nach 20 Jahren, wo ich da am Anfang mit dabei war bei der Regionale, da wieder einen Blick auf die Region werfen zu dürfen. Ich denke, das hat sich alles auch toll entwickelt und da habe ich mir gedacht, ich mache quasi ein Experiment mit den Generationen, nachdem sozusagen die Geografie, die Region, die Trinationalität ja gegeben war, habe ich mir gedacht, ich schaue mir an, wie funktioniert das, wenn Künstler über 65 und unter 35 miteinander ausstellen. Und ich bin sehr verblüfft selbst vom Resultat, dass hier ganz unterschiedliche Generationen unwahrscheinlich spannend zusammenwirken können und dass Korrespondenzen entstehen, die doch sehr einzigartig sind und dass man eigentlich nicht mehr merkt, wer sind die Alten und wer sind die Jungen. Und das ist etwas, was für mich eigentlich als Phänomen durchaus neu ist. Et donc ce côté trinational a fonctionné? Ja, die klappt wunderbar und das ist inzwischen auch etwas, was viel lockerer geworden ist. Es gibt hier zum Beispiel Werke von einem jungen Franzosen, Pierre-Charles Flippo, der
aus Straßburg kommt, in Karlsruhe studiert hat und jetzt hier in Basel ausstellt. Das ist auch eine jüngere Generation, die viel europäischer denkt. Und ich denke, das ist schon eine sehr exemplarisch europäische Veranstaltung hier. Et donc, parmi toutes ces œuvres, concrètement, qu'est-ce qu'on peut voir? Hinter mir ist von Werner von Mutzenbecher, einem alten Reckchen der Basler Szene, sind Bilder da, die ich für sehr, sehr jugendlich halte. Dann vor uns ist Vincent Gallet, ein junger Franzose, und da haben wir schon zum Beispiel so eine Konfrontation. Das sind die Korrespondenzen, die mich hier interessieren, und die setzen sich in 5 Räumen fort. Es sind 5 ganz unterschiedliche Räume, auch das ist wiederum spannend. Quasi die heutige Kunst ist schon eine Kunst, die also sehr heterogene Situationen sucht, und so haben wir hier quasi wie 5 unterschiedliche Weltentwürfe in einem bestimmten Maß. Alors, au bout de 20 ans, comment est-ce qu'on se renouvelle? Est-ce qu'il y a un avenir justement dans cette régionale? Ich glaube, die Regionale wird sich aus sich selbst heraus noch einmal stärker weiterentwickeln. Die Region hat das Zeug, zu einem wichtigen Kunststandort zu werden, zu einem wichtigen Produktionsort zu werden, und ich denke, dass die Regionale dafür eine große Basis sein kann. Danke, Peter Backech. Maintenant, Danke on va auch. encore en profiter. On va encore profiter un petit peu du lieu. On vous emmène tout de suite voir la suite. Dankeschön. Danke. Il est l'heure maintenant pour nous de retourner en Alsace. Ça a été un plaisir de vous proposer de nous accompagner ici à la Kunsthalle de Bâle pour cette 20e édition de la Régionale. Je vous rappelle que l'exposition se poursuit jusqu'au 19 janvier dans 18 sites allemands, alsaciens et suisses que vous retrouverez bien sûr sur le site internet régional.org. Merci de nous avoir suivis sur Alsace 20. À très bientôt. Quant à moi, j'en profite pour faire encore un petit tour avant de rentrer. Allez, salut! L'entreprise de la semaine avec la CCI Alsace Eurométropole et les experts comptables d'Alsace, partenaires de la performance. Vincent est le fils des propriétaires de la ferme Liengrube qui fait des produits laitiers dans le Val de Villers. Vincent a repris un élevage de vaches à viande en agriculture biologique. J'ai développé mon entreprise au fur et à mesure. J'ai signé la conversion bio en 2013 et donc j'ai eu la certification en 2015. Je m'occupe donc de l'élevage principalement, ça c'est le plus important. Et donc bien sûr en été la grosse période c'est les récoltes. Donc ici je produis du fourrage uniquement sur mes prés pour mes vaches, pour mes 30 vaches. Donc c'est de la race Salers. C'est une race qui est adaptée donc à notre vallée parce qu'on est sur des sols acides et c'est aussi une race qui vient donc des sols acides du centre de la France. Moi je fais une livraison de viande tous les 2 mois. Donc pendant une semaine, tous les 2 mois, et ben, je fais mes livraisons. C'est vraiment travailler différemment, consommer différemment, faire plus attention à ce qu'on fait. Les grands principes, c'est tous les intrants doivent être certifiés. J'ai pas de problème avec ça. J'ai mes prés qui sont certifiés bio. Moi, mes seuls apports sur les terrains, c'est le fumier de mes vaches. Donc voilà, c'est aussi une autonomie dans les engrais, entre guillemets. C'est vrai qu'on produit moins sur les surfaces, mais on produit mieux, on produit plus sain, on produit dans le respect de l'animal, dans le respect du sol, dans le respect de l'environnement et ce qui nous entoure.